Gabriel est évidemment pas le premier enfant à avoir pratiqué ce jeu. Il a fait comme tous les autres enfants qui sont décédés de ce jeu. Malheureusement, c'est un jeu fatal quand un enfant expérimente seul dans sa chambre. Gabriel est décédé au mois de novembre à Nantes. Les autres collèges nantais ne sont pas au courant. Combien de morts il faut en fait pour à un moment donné qu'on identifie ces décès, cette pratique. Voilà, là on est à 15-20 morts par an. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? Gabriel avait 13 ans lorsqu'il est décédé en novembre 2024 après avoir pratiqué seul ce que l'on appelle le jeu du foulard, un jeu d'asphyxie bien connu des enfants, pas toujours des parents. Les parents de Gabriel, Nadia et Julien, ont choisi de s'engager pour alerter et prévenir. Je m'appelle Yohan Payou, je suis journaliste, mais aussi papa de 2 adolescents et donc forcément touché par ce sujet des jeux dangereux à l'école. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Le sujet est très sensible puisqu'on parle d'enfants. Votre parole est très importante. Elle permet de comprendre la problématique des jeux dangereux et de comprendre aussi comment on peut éviter que ce genre de drame se reproduise parce que c'est évitable. Mais encore faut-il que tous les adultes s'emparent de ce sujet. Cela fait 1 an que Gabriel est parti. Quel genre d'enfant était-il ? Gabriel, c'était un enfant solaire, plein d'entrain, très à l'aise à l'école, au collège, avec ses amis, sportif. Il avait plusieurs passions. Voilà, il jouait au piano, il adorait pêcher. Bien sûr, il commençait à quitter l'enfance, à rentrer dans l'adolescence. Donc, évidemment, il se posait des questions, je pense, mais comme tous les enfants, voilà, il n'y avait pas de problème particulier. Au contraire. Il est décédé le 13 novembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Ce soir-là, en allant se coucher, on a vu de la lumière dans la chambre de Gabriel. Donc j'ai ouvert la porte et j'ai cru que c'était un gag en fait. J'ai pas compris. Il était accroché à son lit, sur son lit. Un lit, c'est pas un lit cabane, mais c'est avec une structure qui est un lit réversible. Et voilà, on a appelé les pompiers, on a appelé les secours, on a appelé un ami médecin, on a essayé de le réanimer. Et au bout d'une heure, on a compris que c'était pas possible en fait. Sauf que ce soir-là, il y a un policier qui a évoqué le jeu du foulard quand on a raconté plusieurs fois comment on avait retrouvé Gabriel. Donc il s'était accroché avec un pantalon. Et là, on savait pas on n'a pas réussi à comprendre évidemment, mais on n'a pas eu plus d'infos que ça. Voilà. Et à quel moment du coup vous avez compris qu'il s'agissait du jeu du foulard ? On a compris parce que c'est vrai qu'aussi les policiers nous ont demandé comment allait Gabriel, est-ce qu'il a laissé des choses, parce que pour eux, c'est quand un enfant est seul dans sa chambre comme ça peut être un geste qui s'apparente au suicide. Sauf que voilà, ça collait pas quoi. Gabriel, tout allait bien, il avait passé une bonne journée. Au quotidien, il n'y avait aucun signe de ça. Donc on a cherché d'autres pistes et il y a ces pistes d'expérience de jeux d'asphyxie qui sont ressorties et il a fallu qu'on fasse des recherches nous-mêmes. Donc on a fait des recherches sur Internet et on est tombé sur l'association APAS. Donc qu'on a contacté et qui nous ont expliqué tout de suite en fait là le geste. Oui. Le geste. Gabriel est évidemment pas le premier enfant à avoir pratiqué ce jeu. Il a fait comme tous les autres enfants qui sont décédés de ce jeu. Malheureusement, c'est un jeu fatal quand un enfant expérimente seul dans sa chambre. Et du coup, en remontant le fil des jours précédents, vous avez repéré certains signes, c'est ça ? Oui. Quels sont ces signes ? Les signes, c'est vraiment ce que à l'association on appelle des signes faibles. C'est des petits indices, mais en fait, Gabriel
Donc là, ça s'est passé un mercredi soir et il avait badminton le mercredi après-midi. Et le mercredi d'avant, il était rentré de l'entraînement avec des maux de tête. Il avait très mal à la tête, ce qui l'avait empêché de faire son activité suivante qu'il avait le mercredi soir. Donc ça, typiquement, c'est un signe. C'est un signe de cette pratique parce que, en fait, la privation d'oxygène crée des dommages immédiats au cerveau, dans les cellules du cerveau, et donc il y a des forts maux de tête. Donc ça, c'est vraiment un signe qui est facilement reconnaissable, mais qui est aussi un signe qui peut arriver à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça que c'est faible. Et puis après, on avait... une trace sur le cou. On avait remarqué, tu avais remarqué une trace sur le cou. Pareil, un retour d'entraînement de badminton sur laquelle on l'avait questionné. Et oui, il avait trouvé une excuse. Il avait dit que c'était en rangeant les filets de badminton. Ce signe-là avait été repéré aussi par son professeur de badminton, parce que c'était dans le cadre du collège. Donc c'est quand même un signe, signe faible. C'est sûr que quand on ne connaît pas le jeu du foulard, on ne peut pas l'identifier, mais si on connaît ses pratiques, on est capable d'identifier ça au jeu. Il y a aussi des pantalons. J'ai retrouvé plusieurs pantalons dans son lit un soir. Quelques semaines avant, ouais. Quelques semaines avant, je ne sais plus trop quand, mais voilà, c'était pas... voilà, c'était un pantalon de pyjama et un jean. Effectivement, il n'y avait pas spécialement d'alerte. Oui, c'était juste un truc mal rangé dans sa chambre de plus, mais en effet, ça peut être, avec le recul, ça peut être... Vu comment il a pratiqué aujourd'hui, on sait identifier qu'il a utilisé un pantalon, donc il était probablement en train de tester ce soir-là aussi. Oui, c'est finalement l'accumulation de ces signes faibles qui fait qu'à un moment donné, il y a alerte. C'est ça. Sauf que quand il n'y a pas de possibilité d'identification de ces signes, il n'y a pas d'alerte. C'est la problématique, elle est là aujourd'hui. Ouais. Parce que vous n'aviez jamais entendu parler de ce type de jeu avant ? On avait parlé du rêve indien, on avait entendu parler de ça dans les cours d'école, donc on en avait parlé avec les enfants, mais sans connaître le sujet en fait. Donc on s'est retrouvés à évoquer ça en disant voilà, c'est dangereux, faut pas le faire. C'est quoi le rêve indien ? C'est la même chose, sensiblement. C'est un jeu d'évanouissement aussi. Il y a plein d'appellations en fait sur ces jeux d'évanouissement. Ils se privent d'oxygène en s'appuyant chacun leur tour sur le cou. C'est une façon de... Sur le thorax, il y a des façons de faire, mais la finalité du jeu, enfin des pratiques est la même. Mais c'est vrai qu'il y avait eu, en effet, un petit mot au début de l'année pour les collégiens sur les jeux violents, plutôt. Donc on avait parlé de choses et d'autres, mais c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué ça. Et comme tu dis... on en a parlé de façon légère, en se disant que de toute façon... nos enfants ne sont pas concernés par ces pratiques-là, et on leur a surtout dit, si vous voyez ça, vous le dites, et sans connaître les risques qu'encourent nos enfants, et aussi eux, sans savoir comment ils le pratiquent en fait. Et la première chose qu'on se dit, mais pourquoi ? C'est un phénomène qui existe depuis très longtemps. Il y a une association qui existe et qui se bat depuis 25 ans pour faire connaître ces pratiques, ces jeux et prévenir. Ils font de la prévention auprès des enfants. Et notre fils n'a pas eu cette chance aujourd'hui. Et nous, on n'a pas été capable d'identifier ça, ni les professionnels éducatifs autour de lui. Alors que, voilà, c'est le rôle de tous. Et on s'est retrouvés complètement perdus en se disant, mais en fait, c'est complètement fou. Et depuis ce jour-là, depuis qu'on est dans l'association aussi, on s'est engagé, on se rend compte que, voilà, effectivement, les statistiques d'un mort par mois sont réelles, et en plus de ça, elles sont minimisées. C'est à minima un mort par mois. On ne sait pas jusqu'à combien ça va. Et il y a des vagues, évidemment, mais... Sans compter les séquelles éventuelles de ceux qui ne meurent pas. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, l'association, quand l'association fait de la prévention, il ne parle pas de décès, parce que ça ne parle pas aux enfants. Nous, on en parle parce que notre fils est décédé. Mais c'est vrai qu'évidemment, il y a plein d'enfants qui ont des séquelles, soit du fait de l'évanouissement, des chutes, des choses qui sont très factuelles, qui se passent sur le moment. Et puis, il y a des handicaps un peu plus embêtants qui apparaissent parce que
Encore une fois, en termes de physiologie, c'est très grave de priver son cerveau d'oxygène pendant ne serait-ce que quelques secondes, quoi. Tous ces jeux du foulard, jeux de la tomate, rêve indien, jeux dangereux, ça a toujours le même fonctionnement, ça démarre dans les cours d'école, et là où il y a danger, c'est quand ça se termine tout seul à la maison, c'est ça, hein? La plupart du temps, les enfants expérimentent ensemble. Donc ça les fait rigoler. Ils font ça chacun leur tour et ça marche sur certains enfants et pas sur d'autres. On a quelques témoignages aussi d'enfants autour de nous qui ont pratiqué mais qui n'ont pas ressenti de sensation. Quand un enfant pratique et ressent des choses qu'il a envie de retrouver, il s'entraîne et il prend confiance. Et ce jeu-là, c'est un piège parce que l'enfant se dit oui, mais moi je gère, je sais comment faire pour retrouver ces sensations. Et le piège est fatal. C'est un jeu terriblement dangereux qu'on ne mesure pas. Selon vous, qui faut-il sensibiliser en priorité? Les parents, les enseignants, les enfants eux-mêmes? Pour nous, la priorité, c'est les enfants, parce que c'est eux qui ont cette capacité de compréhension et qui vont avoir le recul nécessaire. En fait, on leur apprend depuis tout petit à traverser la route prudemment, à faire du vélo prudemment. Donc quand ils vont tester des choses, il faut qu'ils sachent ce que ça fait sur leur corps. Il y a des sensations qu'ils vont rechercher, il y a des phases de test, et ce qui est complètement normal. Mais là où le danger est énorme, c'est que pour eux, un évanouissement, ça n'a pas de conséquences, en fait. Et voilà, hop, on s'endort, on se réveille, point. Sauf que c'est pas du tout le cas. Et donc les enfants, pour nous, c'est la priorité. En revanche, il y a une loi qui existe aujourd'hui sur la formation des enseignants et des encadrants pédagogiques qui impose à tout le monde d'être formé contre les jeux dangereux. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas le cas. Si nous, les enseignants, avaient été formés, Gabriel serait probablement toujours là. Parce que vous l'avez souligné, mais les enfants ne savent pas qu'ils peuvent en mourir. Du coup, le message clé pour leur faire comprendre le danger sans les effrayer, comment est-ce que le sujet est abordé? L'explication, c'est de la SVT. C'est vraiment c'est une approche physiologique, biologique de son corps, et c'est vraiment le fait d'expliquer aux enfants que à quoi ça sert de respirer. En respirant, on amène de l'oxygène à notre cerveau pour le faire fonctionner et on rejette le CO2. Et qu'en fait, à partir du moment où on va priver les échanges sanguins, donc quand on va exercer une pression sur son cou, sur son thorax, et qu'on va couper la circulation du sang, on va empêcher notre cerveau d'avoir de l'oxygène. Donc très vite, il va y avoir des dommages sur le cerveau. Et en plus de ça, en parallèle, le cerveau va envoyer une information, il y a un réflexe nerveux qui va faire que le rythme cardiaque va diminuer. Donc en fait, ça va hyper vite. Et en 2-3 minutes, en fait, si on prive son cerveau d'oxygène, on fait un arrêt cardiaque. Ils sont dangereux parce qu'ils peuvent toucher aux organes vitaux. Et ça, les enfants n'ont pas conscience de ça non plus, quoi. Mais ils connaissent généralement ces jeux. Connaissent les jeux. Oui. Sur toutes les formations, toutes les préventions que l'APS mène dans les collèges, les enfants connaissent les jeux. Et parfois dès le primaire. Et souvent le jeu de la tomate, qui s'appelle la tomate, qui est le même jeu, mais les jeux se pratiquent beaucoup au primaire. Et après, plus grand aussi au lycée, ça existe. Mais alors c'est un peu différent en termes de pratique, c'est moins des jeux collectifs. Mais c'est aussi des jeux de sensations qui existent. Il y a des décès aussi. Les décès, on les recense via l'association d'environ 5-6 ans à une vingtaine d'années. Donc c'est quand même un public très large. Il n'y a pas de profil type. Il y a vraiment tout. Nous, ce qu'on veut aussi dire, c'est que 100% des enfants sont concernés par ces pratiques. On voit bien, c'est tellement large. Et que la prévention, elle doit être faite, bien sûr, elle doit être adaptée à chaque âge, à chaque niveau de compréhension. Il y a encore beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont plutôt réticents, je crois, à aborder le sujet. Pourquoi, selon vous? Il y a plein de raisons, mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, on a
soit des établissements qui ne prennent même pas la peine de mesurer le sujet et donc d'appeler l'association. Donc il y a plein de cas qui sont inconnus, qui sont cachés. Il y a des établissements via les CPE ou les principaux ou des infirmières scolaires ou des profs qui appellent l'association et derrière qui se désengagent, qui prennent des renseignements sur la prévention et qui se désengagent. Et là, on ne sait pas trop pourquoi. Non, le sujet est tabou, visiblement, mais... Encore aujourd'hui, vous ne l'expliquez pas. Non. Non, c'est la peur d'en parler, la peur de donner des idées. Alors, il y a ce côté incitatif qui revient, en effet, vous avez raison. Parfois, il y a des professionnels qui parlent du fait que peut-être faire une prévention, expliquer ça aux enfants, ça va les inciter. Sauf que, en fait, c'est assez simple d'expliquer que, de toute façon, les enfants, par expérience, connaissent les jeux. Donc, en fait, ils les connaissent déjà. Donc, le fait de leur expliquer les dangers... Et ils les renouvellent. Et donc, c'est vraiment faire un peu l'autruche, quand même. C'est pas acceptable de se dire que ça va les inciter. Donc, clairement, la prévention aujourd'hui est insuffisante. Qu'est-ce qu'il faudrait changer concrètement Il faudrait... Des éléments d'information à chaque rentrée sur ce type de jeu. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une loi de 2013 sur la refondation de l'école qui dit que tous les professionnels sont formés à la prévention des jeux dangereux dans les établissements scolaires. Donc ça, tout simplement que la loi soit appliquée. Voilà. Sauf qu'il faut des gens pour former les profs, former les AED, former les... Et ce qu'on se dit, c'est que c'est pas l'affaire non plus des professionnels de l'éducation. C'est l'affaire de tous. Il faut que les parents soient informés. Sachant que dans les documents officiels, la mort de Gabriel est toujours enregistrée comme un suicide de mineur. Ça, c'est un autre problème. C'est un autre sujet, c'est une autre administration. Depuis, on a quand même on a demandé à ce que le motif de son décès soit modifié. Le procureur nous a répondu qu'il, donc dans une lettre, qu'il nous précisait que la mort de Gabriel ne pouvait pas être autre chose qu'un accident. Donc ça, c'est une première avancée. Simplement, il dit qu'il ne peut pas noter le motif du jeu du foulard. Donc c'est là où on a du mal à comprendre pourquoi. Le policier qui a parlé du jeu du foulard chez nous, c'est lui qui a rédigé le PV du lendemain avec l'intitulé « Suicide de mineur ». Donc, soit il sait de quoi il parle, mais il n'a pas compris vraiment les tenants, les aboutissants de cette pratique et de ce geste qui à aucun moment, on le répète, les enfants veulent se mettre en danger. Soit il y a vraiment un problème administratif où le procureur a évoqué, a parlé de commodité de langage. Donc comme si en fait mettre suicide des mineurs c'était commode, quoi. C'était plus facile, on met ça partout. Et puis la problématique étant que si on continue à dire que des enfants qui pratiquent ces jeux d'évanouissement se suicident par commodité, et ben du coup il n'y a pas de recensement et on continue ça n'existe pas, il n'y a pas de visibilité, on n'en parle pas. Ce jeu, voilà. Combien de morts il faut en fait pour à un moment donné qu'on identifie ces décès, cette pratique. Voilà, là on est à 15-20 morts par an. Voilà, qu'est-ce qu'on attend? Là, aujourd'hui, et on est persuadé qu'effectivement, plus les chiffres sont précis, plus la prise de conscience est faite, et mieux on peut faire de la prévention et protéger les enfants. Mais quand on fait la corrélation entre le nombre d'enfants qui pratiquent, et ça, pour le coup, on a le retour d'expérience quand on fait des préventions dans les collèges. Oui, c'est environ 1 sur 10... dans une classe sur le jeu du foulard précisément. Après, sur d'autres jeux, il y en a beaucoup plus. Ouais, mais sur le jeu d'évanouissement, ouais. C'était 1 sur 10. Donc, s'il y a 3 collégiens par classe qui jouent au jeu du foulard, c'est sûr que ça fait beaucoup, quoi. Sachant qu'on ne parle pas d'un problème récent, vous disiez, ça fait 25 ans que ça existe. Vous-même, quand vous en avez parlé autour de vous, je crois que vous aviez... Oui. Certains connaissaient ce jeu, l'avaient pratiqué. Oui, nos amis à nous, donc on a un peu plus de 40 ans, 50% de nos amis connaissaient ce jeu, l'avaient vu dans la cour d'école, voire l'avaient pratiqué. Joué. Donc, sans jamais en avoir parlé. Non. Non, très peu.
Non, parce que c'était un jeu de cours d'école. On a même des copains qui se sont, à l'enterrement de Gabriel, qui se sont dit ah oui, souviens-toi, on a joué ensemble, ils n'en avaient pas reparlé depuis 30 ans. Quoi. Et ils se sont fait peur en s'évanouissant, des choses comme ça. Donc c'est comme ça que ils ont arrêté. Donc 2 mois avant le décès de Gabriel, il y avait eu 3 cas d'évanouissement devant les collèges de Rezé. Donc dans 3 collèges différents de Rezé, donc ce qui est quand même énorme. 3 cas d'évanouissement. Donc nous, on est en train de se dire que les enfants n'ont pas conscience que l'évanouissement est un danger, mais si les adultes n'en prennent pas conscience non plus, c'est un vrai problème. Et donc, ils ont appelé la place pour faire de la prévention dans les collèges. Sauf que là, à quel moment on se dit ces pratiques restent dans mes collèges et ne sont pas diffusées à l'heure des réseaux sociaux et des téléphones portables où les communications vont très vite, bien sûr que c'est une grosse erreur. C'est pas normal que les collèges communiquent pas entre eux et se donnent les infos, des alertes. Au moins en local, quoi. Mais voilà, encore une fois, c'est une méconnaissance du sujet. Et bien sûr que si, je pense, j'espère, s'ils avaient su que c'était un jeu qui pouvait tuer, ils auraient pris conscience du sujet et prévenu les autres collèges. Mais... Donc ils ont contacté la PAS et derrière, il ne s'est rien passé, quoi, c'est ça? Ils ont programmé une prévention en mois d'avril, 6 mois après, quoi. D'accord. Qui a été faite dans les collèges de Rezé. Mais entre-temps, notre fils est décédé. Voilà. À 1 kilomètre à vol d'oiseau. Et ça, c'est vrai que ce manque de communication entre les collèges, c'est assez terrible parce que les infos... Ce qu'on comprend, c'est que les infos remontent dans les académies et les régions académiques, mais ne redescendent pas. Et donc, du coup, en fait, nous, Gabriel est décédé au mois de novembre à Nantes. Les autres collèges nantais ne sont pas au courant. On a eu au mois de mars 2025 un haut fonctionnaire à la Défense au ministère de l'Éducation nationale qui a fait un petit courrier à tous les rectorats. Très clair, à destination des chefs d'établissement et à destination des parents d'élèves, donc exprimant son inquiétude vis-à-vis de la recrudescence des jeux dangereux. Et ça, c'était un outil qui était limpide, quoi. Et en fait, par le réseau de la PAS et par les recherches qu'on a fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a 3 académies qui ont relayé ce mot-là aux chefs d'établissement. Et aux sur parents. 30. Donc en fait, ça c'est pareil, c'est dans Pourquoi ? l'incompréhension totale.